Nous accueillons ici Henri Laurence. À l'initiative du poste de l'Institut français d'Alexandrie, M. Laurence a été invité pour un cycle de conférences. Certaines seront données, l'une d'entre elles a déjà été donnée hier soir à l'Institut français du Caire sur le site de Mounira. Une autre sera donnée ce soir, et puis M. Laurence partira pour Alexandrie. Dans le cadre de sa présence sur le territoire égyptien, il a accepté de donner cette conférence tout spécialement à destination des élèves de terminale du réseau homologué, plus spécialement des deux établissements qui sont la tête de pont d'un réseau appelé Sciences Po Lycée, c'est-à-dire le lycée français du Caire et le lycée Balzac, également au Caire. Donc je vous remercie, M. Laurence, au nom de l'ambassade de France, d'avoir accepté cette mission supplémentaire à destination de la jeunesse francophone ici en Égypte, et nous l'espérons de cette zone Moyen-Orient, toujours friande de davantage de compréhension de ce monde chargé d'histoire qui les entoure. Et je cède tout de suite la parole à M. Tilatou qui va, lui, vous présenter à cette jeunesse. Merci encore. Merci Madame Ricordel, merci au LFC pour l'accueil et merci également à mon proviseur qui se trouve juste en face de moi, ce qui, vous comprendrez, va compliquer un petit peu ma tâche. Alors, tâche qui de surcroît est probablement un des exercices les plus périlleux de mon existence, puisqu'il s'agit de présenter le professeur Henri Laurence, que je salue chaleureusement et remercie d'avoir accepté notre invitation. Alors, avec les collègues, nous avons beaucoup réfléchi à la façon dont nous allions procéder pour écrire ce discours introductif. Nous avions d'abord songé à la façon classique, académique, sommative, dirait-on dans notre jargon de pédagogue. Rappelons ce que tout le monde ici sait déjà, à savoir que vous êtes un éminent historien et chercheur, professeur au Collège de France, spécialiste de la Palestine et du monde arabe, et auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont le dernier en date, et autour duquel nous nous réunissons ce matin, Le passé imposé. Cette approche, cependant, celle de vous présenter de la sorte, nous semblait, à moi et mes collègues, dont certains vous lisent et vous écoutent depuis plus de 20 ans, ça remonte d'ailleurs aux premières éditions du Rendez-vous de l'Histoire, des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, ça nous semblait vous faire injustice ou, à minima, ne pas rendre compte assez clairement, et en particulier à nos élèves, de la dimension de ce que vous avez accompli et de l'impact que votre parcours a pu avoir personnellement pour certains d'entre nous. Nous nous sommes donc prêtés à l'exercice et avons convenu qu'en pareille circonstance, il était important pour nous de faire 3 choses. Premièrement, nous voulions dissiper un malentendu. Chers élèves, vous êtes au contact quotidien de vos enseignants, de vos professeurs, et vous avez pu constater, en lisant la fiche de présentation du séminaire, que le même titre désignait notre invité, M. Laurence, le professeur Laurence. Alors sachez, chers élèves, qu'il y a bien 2 catégories de professeurs. Il y a ceux dont je fais partie, qui vous enseignent, vous corrigent, vous notent, et à qui il faut aussi rendre hommage, car ils font parfois un métier difficile. Et il y a ceux qui appartiennent à la catégorie du professeur Laurence. Cette seconde catégorie est pour nous, enseignants, la source de nos savoirs et de notre inspiration. C'est celle dont nous lisons les livres pour obtenir nos concours de professeurs. C'est celle où nous puisons pour écrire vos manuels scolaires et concevoir vos cours. Celle encore qui nous transmet cette passion pour notre discipline, que je l'espère, vous avez pu lire parfois dans nos yeux. En deuxième lieu, chers professeurs, nous voulions vous dire, en tant qu'enseignants français ici en Égypte, à quel point votre œuvre dépasse très largement le monde de la recherche et revêt une dimension d'utilité citoyenne quasi universelle. À l'heure où la théorie du clash des civilisations, chère à Huntington, bien qu'invalidée scientifiquement, emporte encore des adhérents de chaque côté de la Méditerranée et en bien d'autres lieux encore, vous vous rappelez, à qui ne veut pas l'entendre, qu'Orient et Occident ont toujours été des espaces en contact, entretenant des relations d'affrontement, mais aussi d'échange. Comme le rappellent certains de vos ouvrages et d'autres évocateurs, la Révolution française et l'islam, l'Europe et le monde islamique, français et arabe depuis 2 siècles. Par l'analyse scientifique de ces interactions, vous contribuez à rassembler ces 2 mondes, qui, selon Rudyard Kipling, étaient censés ne jamais pouvoir se comprendre. En rappelant à chacun son devoir d'histoire, l'exigence de vérité, en réintroduisant de la complexité, là où les esprits manichéens et belliqueux ne voient que du feu. À ceux d'Occident, vous rappelez que la France d'avant 14 se réclamait partout d'être la grande puissance musulmane, alors que le Kaiser Guillaume II proclamait quant à lui le djihad anti-français. À ceux d'Orient, comme Édouard Saïd, dont vous étudiez la pensée dans votre dernier ouvrage,
Vous rappelez que l'orientalisme ne fut pas le fait d'un Occident monolithique et dominateur, mais bien d'individus, occidentaux certes, mais aux objectifs aussi variés qu'il y a d'individualité orientale. C'est en ce sens que vous êtes pour nous, chers professeurs, en plus d'être l'un des derniers orientalistes, au sens premier du terme, un passeur entre deux rives, un constructeur de ponts, desquels vous êtes passé maître d'ouvrage. Enfin, nous voulions vous remercier pour votre dernier livre, Le passé imposé, que nous recevons à titre individuel et professionnel comme un cadeau de votre part. Il est en effet un moment dans la vie des historiens où ceux-ci se décident à livrer la quintessence de leur longue expérience et à nous en éclaircir le sens. Ce type d'ouvrage conduit le chercheur alors au sommet de son art, à rejoindre les grands hommes de l'histoire, comme Antoine Pro ou Marc Bloch, avec les 12 leçons ou l'apologie pour l'histoire. Il constitue en quelque sorte le testament de l'historien, qui, ayant côtoyé des milliers de vies, en est ressorti trop modeste pour rédiger ses mémoires. Ces écrits marquent encore le moment où le scientifique se fait éducateur, donne aux générations présentes et futures le mode d'emploi de sa discipline, et les met en garde contre les mauvais usages de son champ de recherche, à l'exemple d'Albert Einstein, qui, ayant compris le potentiel destructeur de sa théorie de la relativité, alarma l'humanité et les dangers de sa mauvaise utilisation. Chers professeurs, ce cadeau que vous nous faites va droit au cœur et consacre à jamais la dimension sociale et citoyenne de votre métier, proche de celui des sages des sociétés traditionnelles, qui, par le regard ferme et affectueux porté à ses petits-enfants, les guident vers la quête intransigeante de vérité. Votre présence ici ce soir confirme bien l'image que nous nous étions faite de vous, celle d'un grand érudit dont le savoir n'a d'égal que sa modestie et sa bienveillance envers les plus jeunes. Cette jeunesse, monsieur Laurence, est là, devant vous, vous connectez derrière son écran aux quatre coins du monde arabe. Cette jeunesse qui fait ses premiers pas dans le village mondial, où le temps et l'espace n'ont plus les limites ni le sens que nous leur connaissions, a plus que jamais besoin de repères, à commencer par ceux de l'histoire et de la géographie, que seuls vous, puis nous, pouvons leur donner de la façon la plus fidèle possible. Cette jeunesse ici présente, mais à qui le monde de demain appartient déjà, est prête à recevoir vos enseignements, mais a aussi des choses à vous présenter et, si vous le permettez, quelques questions à vous poser. Cher professeur Laurence, je vous remercie. Vous êtes bien trop gentil envers moi. Je ne mérite pas tant de compliments, loin de là, mais bon, je prends quand même. S'il vous plaît, des élèves qui ont travaillé sur le sujet, donc merci à eux. Essayez de les encourager un petit peu, puisqu'ils ont beaucoup travaillé. Bonjour à tous. Nous vous remercions, Monsieur Henri Laurence, de votre présence parmi nous aujourd'hui. À cette occasion, nous allons vous présenter nos travaux rédigés en classe à partir de votre ouvrage très inspirant, Le passé imposé, et duquel nous avons dégagé trois thèmes: le métier de l'historien, la guerre et la relation entre histoire et mémoire. Premièrement, sur le métier de l'historien, selon Paul Venn, l'histoire existe plus la plus haute antiquité. Le thésaurus de la langue française définit l'histoire comme la recherche, la connaissance, la reconstruction du passé selon son aspect général ou particulier, selon le lieu, l'époque, le point de vue choisi et l'ensemble des faits et le déroulement de ces faits. L'histoire est donc un savoir qui rend compte d'un côté de la connaissance, qui rend compte d'un côté de la totalité des actes humains depuis les origines, et de l'autre, le savoir qu'on peut dégager de ces actes. Par ailleurs, le métier de l'historien est une expérience très enrichissante, car il peut se mettre à la place des autres, vivre plusieurs vies et situations. L'historien sait ainsi combien lui-même appartient à l'histoire. Deuxièmement, dans son travail de vérification et de compréhension, l'historien procède à une confrontation de sources afin de déterminer ce qui s'est passé. La connaissance historique dépend de l'ampleur de leurs sources, mais aussi de leur variété, car tout est document, tout est source. Que l'historien travaille sur des sources écrites, discours ou objets matériels, l'essentiel est qu'un fait vérifié soit considéré comme vrai, même si de nouvelles données peuvent à l'avenir le remettre en cause, partiellement ou totalement. À titre d'exemple, dans sa thèse de doctorat, Henri Laurence a réussi, en confrontant ses sources françaises et égyptiennes, à remettre en cause les idées reçues sur l'expédition d'Égypte, qui avait toujours été considérée comme un événement extrêmement positif. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Dana. Merci Anna.
Au cours du travail de l'historien, l'élément clé est la démonstration. Toutes les informations ne peuvent pas être mises sur le même piédestal car certaines sont plus influentes que d'autres. L'historien procède donc à ce qu'on appelle une hiérarchie d'informations dans laquelle des données sont plus valorisées que d'autres. On peut aussi dire que selon la problématique qui est traitée ou la question à laquelle on répond, la hiérarchie d'informations va également changer. Donc on peut dire que la problématique donne sens à la recherche. Je passe maintenant à l'interaction présent-passé. Toute histoire est contemporaine. Elle est à la fois interrogation d'un présent sur un passé et projection de ce présent. Il y a une interaction constante entre le présent et le passé. Car si on ne s'interroge pas sur notre présent et comment est les résultats de notre passé, l'histoire disparaîtrait lentement. C'est parce qu'elle entraîne une renaissance constante que l'histoire reste vivante. Merci. La périodisation est une étape indispensable dans le métier de l'historien. Elle n'est pas un absolu, donc un cadre chronologique peut être découpé différemment en fonction du questionnement. Nous pouvons prendre l'exemple de la période du Moyen-Âge qui, pour certains, débute en 1453 avec la chute de Constantinople. Et pour d'autres, cette période débute en 1492 avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Ainsi, elle est toujours relative à une problématique définie par des ensembles de traits communs. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à ma camarade Chantal. Donc, le métier d'historien repose sur la contextualisation. Ce processus se fait selon une double approche. Il faut d'une part pouvoir cerner l'esprit de l'époque étudiée et s'abstraire un peu de ses jugements et sa pensée moderne pour pouvoir accepter la normalité du passé, tout en gardant l'esprit dans un autre temps que les contemporains de cette période en question n'avaient pas les connaissances presque omniscientes que nous avons aujourd'hui de leur âge et des événements qui y succéderont. Ce que nous étudions aujourd'hui comme étant notre passé était leur présent. Un historien est aussi un prédicateur du passé. Ce processus s'appelle aussi la rétroduction. La rétroduction consiste à repérer les premiers signes annonciateurs d'un événement et ensuite partir de ces signes pour formuler les premières hypothèses causales pour pouvoir comprendre un peu l'origine des choses. Par exemple, c'est grâce à la rétroduction qu'on a pu prévoir le printemps arabe en 2011, un événement qui aurait été autrement imprévisible si ce n'était pas grâce à la rétroduction. À toi, voilà. Le métier de l'historien repose sur une valeur très importante, l'honnêteté. Ce qui compte dans ce métier n'est pas vraiment l'objectivité, mais l'honnêteté. Donc, un historien ne peut pas rejeter un élément qui pourrait remettre en cause son raisonnement. Donc, il doit donc prendre en compte tous les points de vue en considérant toutes les hypothèses. Une omission volontaire, donc une exclusion, ou un fait falsifié sont deux graves fautes commises. L'historien ne respecte donc pas la déontologie et donc les devoirs de la recherche. Merci. Après avoir étudié cette question de métier de l'historien, nous aurions aimé poser la question suivante. Quelles difficultés méthodologiques avez-vous rencontrées dans l'exercice de votre métier d'historien? Je vais maintenant donner la parole au deuxième groupe qui présentera donc je vais vous parler de la guerre et en particulier du rapport à la violence dans les guerres qui passent de guerre totale au concept de débrutalisation. L'âge des extrêmes est l'âge qui commence en août 1914 et qui ne voit que des affrontements entre armées mais aussi des civils armés qui attaquent l'ennemi. Les soldats multiplient alors les violences contre les civils. Là, la guerre dépasse son seul objectif militaire. La société devient alors un objectif légitime pour s'étendre à l'ensemble du potentiel économique et humain de l'adversaire. Cette haine de l'ennemi va inclure sa barbarisation. Nous pouvons prendre comme exemple les Anglais et les Français qui prétendent lutter pour la civilisation et protéger le monde contre la barbarie. On entre ainsi dans une période de guerre totale, c'est-à-dire une guerre où l'on utilise tous les moyens disponibles pour détruire son ennemi. Elle s'accompagne donc d'une haine envers lui. Dès 1915, s'ajoute au combat du corps à corps l'exécution des prisonniers et mutilation. L'utilisation des avions et des artilleries à longue portée annule la spécificité du front et produit un effet sur le moral de l'ennemi. On parle donc d'armes psychologiques, dont le but est de terroriser les populations civiles et de les pousser à un armistice. Ces logiques s'amplifient pendant la Seconde Guerre mondiale. La guerre est devenue une guerre contre les civils et pas une guerre entre États. Les chiffres le montrent. En fait, 66% des morts de la Seconde Guerre mondiale sont des morts de civils, contre seulement 5% pendant la Première Guerre mondiale.
La période de 1914 à 1945 peut ainsi être qualifiée de période de décivilisation qui amènera, une fois la paix rétablie, à la débrutalisation. En effet, les crimes commis par l'Europe pendant cette période entraînent une réponse juridique. Nous pouvons prendre comme exemple la Charte des Nations Unies et le statut de Nuremberg de 1945 qui définissent les grands crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Dans le même temps où a lieu la débrutalisation de l'Europe, les violences d'origine européenne se projettent partout dans le monde et nous pouvons apercevoir les guerres de décolonisation et la guerre froide. Le monde se divise donc très rapidement en deux blocs. La guerre ne disparaît pas pour autant. Tandis que le temps passe, de nouvelles formes de conflits prennent place. Avec le conflit israélo-arabe, les guerres de décolonisation commencent, marquées par une opposition frontale entre terrorisme-résistance et colonisation apartheid. Cette même forme prendra place plus tard en Irak et Iran avec les 3 guerres du Golfe. Pendant la décolonisation, 2 modèles nouveaux de guerre sont pratiqués. En Indochine, il y a les guerres révolutionnaires et pour le FLN algérien, la guerre de libération nationale. Les points communs entre ces 2 guerres sont la dissymétrie du conflit et la soumission des populations à des violences permanentes. La fin des guerres coloniales a éloigné l'Europe de la culture de guerre. Après cela, les opérations extérieures sont le fait de soldats professionnels. Ailleurs, les peuples restent fortement touchés par la violence. La guerre du Liban ou celle de Yougoslavie réintroduisent les milices qui sont des groupes politiques transformés en forces de combat. Les milices séparent leur population des autres par des nettoyages ethniques et une opposition frontale au rétablissement de l'État. Et mènent en ce sens des guerres intra-étatiques. Plus tard, en Irak en 2003 ou en Syrie et Libye en 2011, la volonté de prendre ou de défendre l'État s'accompagne d'une guerre pour les autres, ce qui sera l'occasion de faire réapparaître les mercenaires. Malgré ces conflits qui perdurent, le temps n'est plus aux cultures de guerre que nous avons décrites. La culture de paix est introduite avec une priorité donnée aux victimes de la guerre. Après les guerres mondiales, les combattants sont aussi considérés comme des victimes de la guerre. On parlera désormais des victimes civiles et militaires. Le paradoxe est que plus la violence diminue, plus la souffrance s'accroît, surtout si elle est transmise, tandis que le nombre d'homicides de guerre décroît constamment, celui des syndromes post-traumatiques s'accroît. La caractéristique de notre temps est cette hypersensibilité à ce qui est reçu comme une violence. Étonnement, les discours agressifs se multiplient sur les réseaux sociaux de la part de ceux qui affirment par ailleurs être victimes de l'hostilité du monde. Nous pouvons donc poser la question, monsieur, comment mesurez-vous l'évolution historique des formes et des cultures de guerre? Je vais parler maintenant des différentes modalités d'expression des mémoires. Il en existe 3. La première est celle du vécu individuel, qui est la combinaison entre l'émotion ressentie à l'instant brut et la reconstitution par chacun de ce qui s'est passé en lui, donnant une cohérence qui n'existait pas au moment où cela s'est passé. La deuxième modalité concerne les mémoires du groupe du milieu familial, idéalisation et secret, jusqu'aux ensembles les plus grands comme la nation ou l'État. C'est des fameux de mémoire qui constituent un environnement quotidien, par exemple les noms des rues, les plaques commémoratives, les statues, les monuments, etc. En fait, faire partie du même groupe signifie partager les mêmes mémoires composées d'objets ou de discours. Cette mémoire définit alors l'identité du groupe en question. Enfin, la mémoire est également une production culturelle qui peut prendre la forme de multiples arts, quel que soit cinéma, littérature, théâtre, bande dessinée, etc. Par exemple, notre représentation du débarquement de Normandie se fonde sur des films comme Le jour le plus long, etc., ou autres plutôt que les ouvrages les plus faibles des historiens. Donc, passons maintenant à la souffrance vécue et à la souffrance transmise. Ces 2 derniers, c'est les 2 types de souffrance. La souffrance vécue désigne toute personne ayant vécu des épisodes de violence et qui en reste évidemment marquée psychologiquement comme physiquement. Ce qui est le cas pour les anciens combattants qui sont souvent hantés par des cauchemars qui reproduisent le paroxysme de ce qu'ils ont vécu. On parle de troubles de stress post-traumatique. A contrario, la souffrance transmise n'est pas vécue, mais transmise ou alimentée par le milieu familial ou social. Cette souffrance devient souvent un élément essentiel dans l'identité du groupe. Cela est par exemple le cas des descendants des Juifs ou des Arméniens qui ont tous les 2 vécu des horreurs génocidaires. Ces groupes peuvent parfois s'opposer aux descendants des bourreaux qui ont commis les crimes envers leurs ancêtres, mais refusent d'en porter la responsabilité. La
L'organisation actuelle de la mémoire prouve que le présentisme, ce présent envahissant, omniprésent, qui n'a d'autre horizon que lui-même, n'est pas en rupture avec le passé. Au contraire, celui-ci est de plus en plus mis au présent par la multiplication des lieux de mémoire, comme le mémorial du camp d'interné de Rivesaltes, qui est consacré bien à la mémoire des républicains espagnols, des juifs étrangers, des prisonniers de guerre de l'Axe, des prisonniers du FLN, etc. On constate également que le but des lieux de mémoire actuels n'est plus de célébrer la victoire de nos aïeux, mais par contre de rappeler dans une sorte de sacralisation que quelque chose de terrible s'est passé là. La victimisation est conséquence de la mémorialisation qui elle-même tend à devenir sacralisation. Par exemple, les grandes batailles de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale ne sont plus ressenties comme des commémorations nationales. Pourtant, elles inspirent un sentiment de sacré. La mémoire peut aussi fonctionner comme amplificateur de la souffrance. Une population blessée par l'histoire ressent plus fortement une violence qui peut être l'ordre de faits divers. Le fait nouveau est interprété comme s'intégrant dans une logique sinistre de répétition. On passe à la difficulté de l'historien face aux porteurs de mémoire. Aujourd'hui, les historiens ont du mal à répondre aux demandes des porteurs de mémoire qui sont descendants des victimes. Les porteurs de mémoire cherchent à restituer le passé et s'opposent ainsi à l'historien qui, lui, cherche à le raconter comme il est afin de le mettre en cohérence dans un récit. Les mémoires étant parfois antagonistes, on a pu parler de conflits ou de guerres de mémoire. Comme ces dites atrocités font partie des identités du groupe, il paraît difficile à l'historien, comme au pouvoir public, parfois créateur de lieux mémoriels, de satisfaire toutes les demandes de reconnaissance des uns et des autres. Toute collectivité humaine ayant connu des destructions de grande ampleur aura tendance à le définir au modèle de la Shoah, qui est la destruction des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Ceci aboutit à une concurrence des victimes qui cherchent donc l'égalité de rang de l'horreur vécue, qu'ils soient arméniens, amérindiens, rwandais ou ukrainiens de la grande famille. Donc, merci à vous tous et merci à M. Laurent. Le problème, c'est que vos élèves ont tout dit et que je n'ai plus rien à dire. M'avez pratiquement tout sapé. Il y a plus d'interrogation. C'est vraiment très embêtant pour moi. Il faut que j'invente maintenant. Voilà, non, vous étiez magnifique, évidemment. Difficultés méthodologiques. Vous avez des difficultés méthodologiques d'abord en fonction de la documentation. Il est évident qu'un texte en français contemporain est beaucoup plus facile à lire qu'un texte en latin médiéval ou en arabe du 7e siècle, je veux dire. Donc, la nature de la source elle-même implique une formation spécifique. Et on a déjà eu l'occasion de le dire, puisque tout objet est objet d'histoire, en fait, le savoir historique se construit avec ce qu'on appelle des sciences auxiliaires. Donc, on appelait des sciences auxiliaires parce que maintenant, les gens qui sont dans ces sciences seraient vexés d'être traités d'auxiliaires. Et donc, tout simplement, des études des objets. Les gens qui étudient l'histoire des monnaies, les numismates, il y a des gens qui étudient l'histoire des sceaux, parce que c'est important pour faire des études de vérification de documentation. Il y a des gens qui étudient l'évolution des écritures, ce qu'on appelle la paléographie, et ainsi de suite. Donc, une source est plus ou moins difficile d'accès. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour des raisons élémentaires, il y a des périodes de l'histoire qui sont bien mieux connues que d'autres, tout simplement parce qu'on a plus de documentation que d'autres. Alors, on parle parfois de siècles obscurs. Ils n'étaient pas obscurs pour les gens qui les vivaient. C'était simplement que nous n'avons pas d'informations, ou très peu d'informations pour eux. Donc, ça, c'est aussi méthodologiquement le sujet. Et puis, surtout, ce sont les échelles de temps qui sont absolument essentielles. L'historien joue perpétuellement sur les échelles.
Vous étudiez une question, vous pouvez consacrer des années de travail à une simple bataille, à une simple journée ou 2 jours dans l'histoire, et inversement, vous pouvez parler dans des conférences de 5 siècles ou de 30 siècles d'histoire. Donc, on varie constamment le rapport au temps. Parce qu'il faut bien dire tout simplement, l'histoire, c'est le temps humain. Et c'est de ce point de vue-là, un temps différent de celui des physiciens ou de celui des romanciers. Pas qu'à la rigueur, évidemment, Proust, par exemple, est une source d'information considérable pour les historiens, entre à la fois ce qu'il décrit de son temps et la façon dont il essaye de penser le temps. J'ai parlé, par exemple, m'est arrivé de parler d'un temps figé. C'est exactement l'histoire de la Madeleine de Proust. Le narrateur mange un gâteau et ça lui rappelle brusquement comment il était enfant en mangeant ce type de gâteau. Et il retrouve l'authenticité brute de l'enfance dans cette courte séquence. Autrement dit, les gens ont à la fois un temps figé dans leur mémoire, c'est-à-dire des blocs, des morceaux d'un passé qui est resté tel qu'il a été ressenti il y a longtemps, et en même temps perpétuellement une reconstruction du temps, de la mémoire, parce que la mémoire, elle modifie en permanence le passé. Et ça, c'est une difficulté à comprendre, cette différence entre, chez les personnages, chez toute personne, vous comme moi, à la fois des fragments d'un temps identique au passé et d'un passé qui, lui, a été complètement retransformé dans la mémoire parce que, tout simplement, le souvenir a été remodifié en fonction de ce que j'appelle une mise en sens. Et le premier travail de l'historien contemporain, c'est la mise en sens. Il se passe quelque chose et on essaye de lui donner du sens. Et donc, à ce moment-là, on articule sur le passé ce qu'on fait de la rétroduction, c'est-à-dire, voilà, si c'est que passé comme ça maintenant, c'est que dans le passé, il y a eu ceci ou cela. Et dans ma vie, qui est déjà assez longue maintenant, je n'ai connu que 2 ou 3 événements où il n'y avait pas, au moment où il s'est produit, une mise en sens. Donc, quand l'événement vous arrive brut, comme ça, vous êtes complètement paniqué parce que vous n'arrivez pas à comprendre. On a eu ainsi ça, c'était en partie une manipulation, lors de la Révolution romaine en 1989, parce que les télévisions romaines basculaient des images sur les réseaux de télévision occidentaux, et les télévisions nous donnaient les images brutes sans commentaire, sans explication. On sentait que les journalistes eux-mêmes étaient perdus devant ces images. Et, bon, ça vous paraît déjà la préhistoire, mais le 11 septembre 2001, c'est la même chose. Nous avons vu arriver les images des événements du 11 septembre sans la possibilité de les comprendre dans l'immédiat. En revanche, quand vous recevez un journal, quand vous prenez une émission des informations télévisées, radiodiffusées, etc., déjà les journalistes les ont mis en sens. Et vous les ont expliqués, ils les ont coordonnés, et ainsi de suite. Donc, méthodologiquement, il faut bien penser que ce que font les historiens en permanence, c'est ce travail de mise en sens avec toutes les difficultés méthodologiques qui fait que vous donnez en quelque sorte une première explication tout de suite et que souvent les historiens suivants vont reprendre votre première explication
Alors que progressivement, avec la distance temporelle, avec de nouvelles informations qui arrivent, on peut remettre en cause, parfois radicalement, ce qui a été dit. Alors l'autre problème, c'est justement cette confrontation des temps qui est celle de l'historien et des témoins. Le témoin a l'immense avantage d'avoir vécu la chose. Il a l'immense désavantage d'avoir une expérience personnelle. Je veux dire par là que l'historien se pense un peu comme Dieu. Il voit tout. Il pèse tous les aspects de l'histoire. Tandis que le témoin, à quelque niveau qu'il soit, entre le plus simple qui a été vécu un événement traumatique jusqu'à un responsable politique le plus élevé, lui, il ne connaît qu'un aspect des choses. Alors, c'est extrêmement difficile pour un témoin de devenir un historien. Il y en a qui l'ont fait. Il y a des gens absolument remarquables. Je pense à des personnes qui sont maintenant décédées, qui là étaient dans la France libre. Monsieur Crémieux-Briac, qui a donc vécu l'histoire de la France libre, du général de Gaulle, etc., comme acteur, et qui ensuite a fait une magnifique histoire de la France libre, en historien et pas en tant que témoin. Et puis un grand monsieur qui vient aussi de disparaître, qui est Daniel Cordier, qui a été un homme clé de la résistance parce qu'il était le secrétaire de Jean Moulin, et qui a réussi un travail prodigieux de reconstitution de son action durant la guerre, pas simplement en utilisant sa mémoire, mais en utilisant toutes les sources documentaires absolument disponibles. Mais soyons honnêtes, il faut des gens d'exception comme Crémieux-Briac ou Daniel Cordier pour faire ce travail. Alors méchamment, les historiens disent entre eux, pas en public, là je trahis, les témoins nous gâchent le métier parce qu'ils nous contredisent. C'est simplement le fait que nous essayons d'avoir une vision, on dit un terme pédant panoptique, c'est-à-dire qu'il voit tout. On dit que le témoin, lui, il a son expérience individuelle. Alors, moi, il m'est arrivé de discuter avec d'anciens résistants ou de gens qui ont été déportés durant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, c'est pratiquement terminé parce que malheureusement, cette génération est en train de disparaître. Et j'ai pu entendre des réflexions du genre, ça oui, ça s'est passé comme ça, mais j'ai pas le droit de le dire. J'ai pas le droit de le dire parce qu'il y a des engagements moraux, parce que, etc., etc. Et c'est aussi significatif. Alors, quand on étudie les témoignages des gens, on s'aperçoit que le plus souvent, ces témoignages peuvent être très stéréotypés. C'est tout à fait dommage. Il y a eu une fondation sur la Shoah aux États-Unis, qui, je crois que c'est Steven Spielberg qui l'avait monté, dans les grands cinéastes, donc qui s'est occupé à enregistrer les témoignages de survivants de la Shoah. Donc, on a des milliers d'heures de bandes vidéo sur ces témoignages. Et c'est très stéréotypé, ils disent à peu près tous la même chose. Donc, c'est assez appauvrissant que paradoxalement d'un point de vue documentaire. Alors, il y a eu toute une question justement par rapport à cette souffrance des gens. C'est comment nous, historiens, pouvons-nous aborder cette souffrance? D'abord, il faut la respecter, ça c'est évident, etc. Mais il y a des gens qui vous diront, mais je ne pouvais pas faire autrement. Ou qu'auriez-vous fait à ma place? Le problème, c'est qu'on ne peut pas être à sa place dans ce sens-là. Et donc, ça nous interdit des jugements moraux en tant que tels. Parce que vous ne pouvez pas dire, moi, en 40,
ou en 1941, j'aurais fait tel ou tel choix politique, parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un du 21e siècle et que vous n'avez pas les conditionnements des gens des années 1940, qui n'avaient pas les conditionnements des gens des années 1840 et ainsi de suite. Donc tout ça, ce sont des difficultés méthodologiques. Mais nous jouons, et les historiens d'abord jouent sur les temporalités en permanence. Je veux dire, je peux faire un cours sur une journée entière d'un événement. Il y a un grand roman anglais du 18e siècle, hein, Tristram Shandy de Laurence Sterne, qui est un monsieur qui écrit ses mémoires. Alors, le premier volume, qui fait plusieurs centaines de pages, est consacré au premier jour de sa vie. Et donc, il s'aperçoit qu'il lui a fallu 2 ou 3 ans pour écrire le premier jour de sa vie. Et donc, il y a quand même un problème s'il veut continuer son travail. C'est ça, la question d'échelle qui se pose. Mais je peux faire une conférence sur 3000 ans d'histoire, aussi bien que sur 3 jours d'histoire, simplement en jouant sur les échelles. Là, il y a une discussion technique entre historiens sur les échelles. Il y a qui disent que en changeant d'échelle, on ne change pas l'interprétation, tandis que d'autres qui disent qu'en changeant les échelles, on change les interprétations. Évidemment, ça change, ça varie d'un objet à l'autre. Il y a d'un côté ce qu'on appelle des gens qui font de la micro-histoire, c'est-à-dire l'étude d'un groupe, d'une personne, étude qui s'est passée à quelques siècles, mais qui étude qui est possible parce qu'on a la documentation nécessaire. Et généralement, cette documentation, c'est une documentation judiciaire, parce que sinon, les gens on n'aurait pas tous ces témoignages, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle de la macro-histoire, qui vont dire l'histoire de la Chine, l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe, l'histoire du monde, et ainsi de suite. Donc, on joue entre le micro et le macro en permanence. Alors, les gens qui font de la micro disent souvent ce qu'on trouve en micro-histoire est contraire à ce qu'on dit en macro-histoire. Et d'autres disent non, c'est pas le cas. C'est un peu comme on fait pour les dinosaures. On a une vertèbre d'un dinosaure et avec la vertèbre d'un dinosaure, on essaye de comprendre comment tout était la structure de la bête en jouant sur les rapports entre les os, etc. C'est des questions qui restent évidemment ouvertes. Alors la guerre est une difficulté. Bon, évidemment, la guerre, elle existe depuis quand? C'est déjà une question que se posent les historiens, parce qu'il y a certains anthropologues qui pensent qu'il y avait des temps heureux où il n'y avait pas la guerre, quelque part à une époque lointaine, le paléolithique, où les gens avaient suffisamment de ressources et ils étaient suffisamment peu nombreux, donc ils n'avaient aucune raison de se battre. Tandis que d'autres disent que l'expérience de la guerre est une expérience permanente de l'être humain et que on a déjà des témoignages archéologiques il y a quelques millénaires de cela qui montrent qu'il y a des gens qui sont morts de morts violentes. Donc, alors les gens disent oui, mais c'est à partir du néolithique, c'est-à-dire à partir du moment où les sociétés sont devenues des sociétés agraires qu'il y a eu la guerre. La question reste ouverte, mais des gens pour lesquels j'ai très grand respect, comme Jean Guilaine, qui a été mon collègue au Collège de France et qui a été un des grands proto-historiens, enfin qui vit toujours grand proto-historien français, lui est persuadé que la guerre existait déjà à la fin de la période dite paléolithique. Donc il y a 10 ou 15 000 ans, cette violence était réelle. C'est qui est le mécanisme de la guerre et donc de la violence depuis un siècle, c'est un paradoxe que j'ai appelé la civilisation de la guerre dans 2 sens différents.
Il y a eu civilisation de la guerre dans la mesure où on a commencé à construire des codes militaires pour marquer ce qui doit se faire et ce qui ne doit pas se faire durant des guerres. Alors, il y avait ce qu'on appelait d'abord les us et coutumes de la guerre, qui était donc un droit non écrit en quelque sorte, mais accepté par les gens qui se faisaient la guerre. Et puis, il y a eu la codification qui a commencé, semble-t-il, à la fin de la guerre de sécession américaine, où il y a un militaire américain qui a fait un espèce de code rassemblant les us et coutumes de la guerre. Et à partir de ce premier code, vous avez eu des réunions internationales au début du XXe siècle à La Haye, qui ont essayé de mettre en place des moyens de contrôler la violence guerrière et de définir les actes que l'on n'a pas le droit de faire durant la guerre. C'est ce qu'on appelle les conventions de La Haye avant 1914. Et puis la Première Guerre mondiale a montré que pratiquement tous les belligérants n'ont pas respecté les conventions de La Haye. Et donc est arrivée la seconde expression de civilisation de la guerre, c'est-à-dire qu'on fait la guerre non plus seulement aux militaires, mais aussi aux civils. Et c'est la Première Guerre mondiale, enfin, j'avais des exemples avant, mais c'est devenu une pratique systématique. Durant la Première Guerre mondiale, on était là pour détruire la société de l'ennemi, parce que si on ne détruisait pas sa société, en quelque sorte, il continuerait à se battre. On parlait, à juste titre, de guerre morale, au sens du but de détruire le moral de l'adversaire. Mais il faut être bien clair, les puissances alliées, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne en particulier, ont fait cette chose assez terrible qui est le blocus des côtes allemandes pour empêcher l'Allemagne de se ravitailler. Et très tôt, les Allemands, durant la Première Guerre mondiale, ont eu la peur de l'extermination. On a, dès 1915, le chancelier allemand dit les Français, les Anglais et les Russes veulent nous exterminer en nous coupant leur ravitaillement extérieur. Et si vous n'avez pas compris qu'il y a une expérience allemande de la peur de l'extermination, vous ne comprenez pas la genèse du nazisme, qui est construit à la fois comme retourner l'arme de l'extermination contre l'ennemi et le justifier les actes les plus abominables, parce qu'on a cherché à nous exterminer. Voilà ce qui est une base du discours nazi. Et si vous voulez, un très bon exemple, c'est un de mes collègues spécialistes d'histoire allemande qui me l'a donné. Il m'a dit, les Allemands se sont réconciliés avec la démocratie lors du blocus de Berlin par les Russes en 1949, vous savez, pour sauver la population de Berlin sous blocus, les Américains ont organisé un pont aérien qui ont amené du ravitaillement pendant plusieurs mois par avion successif à la population de Berlin. Et il m'a dit, ce jour-là, les Allemands ont compris qu'on ne voulait pas les exterminer, mais qu'on cherchait au contraire à les sauver. Et ça a en quelque sorte détruit cette ombre qui était née durant la Première Guerre mondiale et qui avait duré évidemment jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors, du coup, on a voulu interdire la guerre. Et c'est le fameux pacte de 1928 ou 29 de mémoire qu'on appelle le pacte Briand-Kellogg, qui interdit la guerre comme moyen de régler les différends politiques. Évidemment, 10 ans après ou 12 ans après, la totalité des signataires du pacte étaient en guerre. Mais ce pacte a servi sur le plan juridique au traité de Nuremberg, en disant que l'Allemagne nazie avait déclenché la guerre
Il avait violé ses engagements qui étaient par le pacte Briand-Cologne. Donc, ils avaient créé un crime contre la paix. Et ça a été une astuce juridique parce que normalement, vous savez qu'en justice, on ne peut pas utiliser le droit de façon rétroactive. Donc là, on avait un crime réellement commis. Du coup, les crimes commis par le nazisme ne pouvaient commencer qu'au 1er septembre 1939, début de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour cela que les actes commis par les nazis entre 1933 et, disons, entre le 30 janvier 1933, l'avènement d'Hitler au pouvoir, et le 1er septembre 1939 n'étaient pas susceptibles de justice parce que ce n'était pas dans la catégorie des crimes définis à Nuremberg. Vous voyez ce problème juridique. Mais en réalité, la guerre a continué. Alors, c'est plus la guerre de jadis. La dernière fois que la France a déclaré la guerre, c'est le 1er septembre 1939. Depuis, on a continué à faire la guerre. Mais on n'envoie plus un héros ou un ambassadeur déclarer nous vous déclarons la guerre. Il y a une fuite, un démantèlement juridique de la guerre qui fait que ensuite, par exemple, durant la guerre froide, on pouvait faire des saloperies à l'autre, créer des soulèvements intérieurs, faire des opérations de guérilla derrière les lignes de l'autre, qui en était théoriquement en paix, organiser des assassinats et ainsi de suite. Mais c'était des choses qu'on ne reconnaissait jamais. Et on ne déclarait pas la guerre. Alors, il n'y a pas de guerre après 1945 pour la France, en un sens. La guerre d'Indochine, la France était propriétaire légale de l'Indochine. Donc, elle ne faisait pas une guerre à un autre pays. Elle faisait une guerre dans un pays dont elle était propriétaire. Donc, il n'y avait pas de déclaration de guerre. La guerre d'Algérie était juridiquement pas une guerre, puisqu'il n'y avait pas d'ennemi extérieur. C'était une guerre civile. De guerre. La France ne fait que des opérations dites extérieures, mais elle ne fait pas la guerre en faisant des opérations extérieures, normalement avec l'accord du pays dans lequel des opérations extérieures ont lieu. C'est par exemple ce qu'on voit au Sahel ou en Syrie aujourd'hui. Mais vous ne voyez plus de ces gens, ces héros de jadis qui, avec une trompette, annonçaient, comme dans Game of Thrones, on va déclarer la guerre. Non, non, la guerre n'existe plus, en un sens. Et alors, on le voit encore aujourd'hui, ces dernières semaines, les Russes ne font pas la guerre à l'Ukraine. Ils font une opération militaire. Donc, la guerre, juridiquement, elle s'est désagrégée. Aujourd'hui, c'est qui rend une très grande difficulté. Alors, la guerre, elle a créé l'héroïsme. Évidemment, l'héroïsme a existé de tout temps, depuis la guerre de Troie, dans l'Iliade d'Homère, etc. Mais il faut bien considérer que dans des sociétés qui ont mobilisé des millions de soldats durant la Grande Guerre, il y a eu un culte du héros, l'image même des combattants qui vivaient des épisodes absolument atroces. Si elles avaient le courage, parce que c'est un grand livre, c'est gros, hein? C'est un livre magnifique, c'est le livre de Maurice Genevoix, ceux de 14, qui décrit la vie quotidienne des soldats français, enfin de lui, soldat français, et de ses amis et ses camarades entre 1914 et 1915.
C'est un livre admirable, mais effrayant quand on le lit. Alors, la grande question que les historiens se sont posées, comment ils ont-ils tenu? Alors, la première articulation était de dire ils ont tenu parce qu'il y avait la discipline et que s'ils ne tenaient pas, ils étaient fusillés. Il y a eu en effet un certain nombre de gens qui ont été sanctionnés pour refuser de se battre et qui ont été éventuellement fusillés. Beaucoup moins qu'on ne le pense du côté français, mais il y en a eu. L'autre raison qui était avancée, ils ont tenu parce qu'ils étaient des patriotes et c'est incontestable. Mais ils avaient tenu aussi parce que il n'y avait pas de point de sortie. Dans la guerre des tranchées, on faisait relativement peu de prisonniers. Et donc, c'était eux ou nous. Donc, on n'avait pas le même intérêt à se constituer prisonnier parce qu'il y avait un risque d'être tué sur le moment. Donc, la peur de... En fait, et puis il y a ça, ce fait fondamental du fait militaire, des dimensions militaires, qui est le groupe. Dans le groupe, vous dépendez des gens qui sont immédiatement à côté de vous, 10, 15, 20 personnes. Et ces groupes, comment dire, ces groupes sont la condition de votre survie. Et de l'autre côté, et les autres, leur survie sont conditionnés par vous. Vous êtes dans une dépendance totale envers ceux qui sont à côté de vous, et les autres dépendent totalement de vous. Donc, vous avez une responsabilité qui fait que vous ne pouvez pas lâcher. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi les combattants de la guerre de 14 et des guerres suivantes ont largement tenu. Mais du coup, vous dépendez du chef. Et ça explique pourquoi les anciens combattants, enfin, ensuite, ceux qui ont vécu l'expérience de la Grande Guerre, ont vécu une expérience du commandement. Et l'image, l'idole des gens qui sont sortis de la Grande Guerre, c'était le chef. Le chef, ça pouvait être le lieutenant, le capitaine qui était avec vous dans les tranchées, comme le maréchal qui commandait l'ensemble des armées. Mais vous ne comprenez pas l'entre-deux-guerres si vous ne comprenez pas que les gens en Europe avaient le culte du chef. Parce qu'ils avaient vécu cette expérience terrible des tranchées dans lequel la survie dépendait du chef. Voilà, donc, alors, évidemment, on a donné des médailles d'honneur à ceux qui ont brillé durant la guerre. Et donc, vous avez une expérience de l'héroïsme dans la Grande Guerre. La violence de la Grande Guerre crée aussi la violence du héros. Et vous avez évidemment, à la sortie de la guerre, des milliers, voire des centaines de milliers de gens qui ont des décorations, qui ont ce qu'on appelle des citations. C'est-à-dire, ils sont mis à l'ordre de l'armée pour tel fait d'armes. Et ainsi de suite. Et tout simplement pour tenir, il faut avoir des héros. C'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui en Ukraine. C'est un culte de l'héroïsme qui permet de comprendre comment les Ukrainiens arrivent à tenir face aux soldats russes. C'est cette expérience de l'héroïsme. Alors, ça a été augmenté, évidemment, durant la Seconde Guerre mondiale. Les gens de la Seconde Guerre mondiale avaient l'expérience quotidienne de l'héroïsme, les résistants, les combattants, etc. Vous prenez beaux récits, la bataille de Bir Hakeim, par exemple, c'était absolument admirable d'héroïsme sur les quelques centaines de soldats français qui étaient à Bir Hakeim, c'est-à-dire pas très loin d'ici,
Je pense que c'était dans Libye aujourd'hui, je pense bien que je n'ai plus de mémoire. Voilà. Vous avez donc en 1945, tout le monde est composé d'héros. Il y avait un culte de l'héroïsme. Et de l'autre côté, les gens qui étaient purement victimes, qui avaient été victimes civiles des bombardements aériens, qui avaient été victimes de déportation, qui avaient été victimes de l'extermination, on reconnaissait qu'ils avaient été victimes. Mais ils n'étaient pas mis sur le même plan que les héros. Et ce monde de l'héroïsme a continué durant les guerres de décolonisation. Et au-delà jusqu'à la guerre du Vietnam. Et puis, très brutalement, ça, moi je l'ai vécu, mais je n'ai pas compris évidemment ce qui se passait, c'est une mise en sens que je fais aujourd'hui. Très brutalement, à partir de 1975, le héros est devenu un personnage secondaire. Et la victime est devenue un personnage principal. Alors là, c'est évidemment très compliqué à analyser du point de vue historique parce qu'on est dans un jeu de ce que les historiens appellent de façon pédante des temporalités. Et c'est un peu compliqué à analyser. Donc, on se contentera aujourd'hui de dire qu'en 5 ans, le héros a disparu de la scène et a été remplacé par la victime. Alors, on a des dates symboliques, c'est 1978, 1979, à ceux qu'on appelle les boat people, c'est-à-dire les gens fuyant le Vietnam communiste et qui s'enfuient sur des bateaux. Et on organise un grand mouvement fraternel de récupération de ces réfugiés vietnamiens, en particulier en France, aussi aux États-Unis, etc., parce que ce sont des victimes. Et à partir de ce moment-là, on est entré dans un discours de la victime. Alors, on le voit, par exemple, par des myriades de faits. Aujourd'hui, quand on parle des morts de la Seconde Guerre mondiale, on parle d'abord des victimes avant de parler des combattants. C'est tout à fait significatif. Le point ultime a été une loi française, il y a quelques années, à propos des guerres de décolonisation en Afrique du Nord, dans lequel on a parlé des victimes civiles et militaires. Victimes civiles, c'est normal, mais militaires. Un militaire de la Première Guerre qui mourait pour la France n'était pas une victime. Un résistant qui se battait pour la France n'était pas une victime. Mais aujourd'hui, on les a mis dans la case victime. Alors, ça fait partie justement de tout ce qu'on a insisté tout à l'heure sur l'importance croissante de la victime qui débouche sur cette chose absolument terrible qu'on appelle la concurrence des victimes. La concurrence des victimes, c'est le fait que, moi je vais dire, mon peuple a souffert plus que le tien. Ou au moins à égalité. Et l'autre dit, mais non, c'est moi qui ai souffert plus que toi. Alors, de là, on a eu d'une part, parce que les historiens ont bien travaillé, un modèle type qui est le génocide, la destruction des Juifs d'Europe durant la Seconde Guerre mondiale, et on a voulu appliquer ce modèle type à d'autres situations historiques qui se sont passées dans d'autres contextes, même si évidemment ça produit des massacres considérables. Donc, on a fait ça pour les Arméniens, pour les Assyro-Chaldéens, pour parler de la région, et d'autres régions. Et puis, on a assimilé, il y a eu des problèmes, par exemple, des épisodes anciens comme la traite des esclaves, ce qu'on appelle la traite atlantique, comme étant un crime de génocide équivalent au génocide de la Shoah. Alors évidemment, les autres ont dit non, c'est ma souffrance qui compte, pas les vôtres. En fait, le problème est insoluble
Parce que vous ne pouvez pas faire une unité de mesure de la souffrance. Toute souffrance se construit par rapport à la proximité que vous avez des gens qui ont souffert. Donc, il est normal qu'en Europe, on ait beaucoup plus de souffrance par rapport à la Shoah que dans d'autres régions du monde, où on sera plus proche d'autres massacres ou d'autres génocides. Alors, tout ça nous conduit à parler des évolutions des cultures de guerre. On le voit très bien, dans la culture de guerre, tout est permis, en quelque sorte. Et la révolution communiste n'est que la poursuite de la culture de guerre, tout est permis. Et donc la question était de savoir comment se fait-il que l'Europe, en quelque sorte, qui avait produit 2 guerres mondiales, ait basculé progressivement vers une culture de paix. Alors ça, évidemment, il y a d'abord un esprit militaire. En 1945, vous avez les armées occidentales d'un côté et les armées soviétiques de l'autre. Ils ne vont pas se refaire une 3e guerre mondiale. Donc, ils restent sur leur position. Alors, il y a un rideau de fer, il y a des pactes militaires, le pacte de Varsovie, l'OTAN, il y a l'arme atomique qu'on appelle de façon volontaire, en anglais, le MAD, Mutual, destruction mutuelle assurée en français, mais évidemment, MAD en anglais, ça veut dire folie. Mais c'est ce MAD qui empêche la guerre, et on est donc sur des armées qui se font face à face, un peu comme dans le célèbre roman de Buzzati, Le désert des Tartares, en attendant de faire la guerre à l'autre, mais cette guerre n'arrive jamais. Donc ça, c'est l'aspect militaire. Alors, vous avez les guerres de décolonisation, évidemment. Elles sont violentes, elles sont terribles. La guerre d'Algérie était une chose terrible, la guerre d'Indochine aussi, d'ailleurs, pour la France. Les Anglais aussi ont fait quelques belles obscénités militaires au Kenya, par exemple. Mais c'est déjà des guerres qui sont déconnectées. Elles ne touchent plus la métropole. Elles sont lointaines, même s'il y a quelques épisodes de la guerre d'Algérie qui se situent en France métropolitaine. Alors, à la fois, ceux qui avaient des empires coloniaux, comme la France, la Grande-Bretagne, etc., se débarrassent, enfin perdent leurs empires coloniaux, mais ils ont des satisfactions à la place. Alors, il y a 2 satisfactions. La première, c'est plus on perd de colonies, plus on devient riche. C'est-à-dire que les pays européens découvrent ce qu'on appelle la société de consommation au moment où ils perdent leurs colonies. Et après tout, c'est tout à fait agréable de cesser de vivre dans un monde de privation et d'aller dans un supermarché se ravitailler. Et donc, on voit par exemple que l'indépendance de l'Algérie correspond au moment où les supermarchés s'installent dans la société française. C'est l'entrée dans la société de consommation. Et dès lors, on perd. Et puis aussi, vous avez un projet politique alternatif. Plus qu'on appelait d'empire colonial, on construit une Europe unie. Et l'Europe est à la fois un instrument pour mettre fin au conflit entre Européens et quelque chose qui permet d'avaler la pilule amère de la décolonisation. Alors, ça ne s'est pas fait en un jour, ça s'est fait en un certain nombre d'années. Alors, du coup, ça rend les Européens de nouveau insupportables, hein, parce que maintenant qu'ils ont acquis une bonne conscience morale, ils recommencent à partir des années 70-80 à faire la morale aux gens en disant la guerre, c'est pas bien, il faut respecter les droits de l'homme, et ainsi de suite. Et donc les autres, ils disent, bah écoutez, quand même, vu les abominations que vous avez faites, vous devriez vous taire. Et les autres, et le mur en réplique, mais oui, c'est parce que nous avons commis des abominations qu'on nous fait la leçon aujourd'hui.
Alors, on pourrait avoir d'autres exemples. La culture victimaire est une culture de représentation de la victime. Si vous regardez les images à la guerre de 14, j'avais chez mes parents, ça venait de mes grands-parents, la collection complète du journal d'illustration, qui était une espèce de magazine, si vous voulez, durant la guerre de 14. Et quand on feuilletait ça, on ne voyait que des cadavres de l'ennemi, pas des siens. Il n'y avait pas de cadavres français. Dans les images de la guerre qui arrivaient chaque semaine, publiées dans le journal d'illustration. Il n'y avait pas de victimes civiles pour dire. On montrait parfois les abominations commises par l'ennemi, mais c'était pas le but. C'était l'héroïsme, avant tout. Dans une culture de la victime, au contraire, vous allez vous mettre en face, non pas les gens que vous tuez, mais les gens qui sont tués chez vous. Et il suffit de regarder les images du conflit israélo-palestinien pour voir que chacun met en avant cette chose abominable qui sont les morts d'enfants. Chose qu'on ne montrait jamais dans la culture du héros. Et donc, on voit comment ce type de représentation s'impose. Alors, tout ça, je l'ai expliqué longuement, et puis évidemment, l'histoire continue de bouger. Et donc, aujourd'hui, les choses sont en train de se transformer. Je pense que la guerre d'Ukraine est en train de remettre en avant le héros. Et un cycle historique qui avait commencé il y a quelques décennies est en train de se terminer. Mais bon, c'est encore un peu tôt pour le définir, mais il me semble que les choses sont en train de bouger. J'ai noté place des mémoires, me semble-t-il, dans ce sujet. Donc, les mémoires, bah oui. Je dirais tout simplement, les historiens, ils font pas grand-chose. Enfin, ils n'ont pas grand-chose. Ils ont simplement le segment scientifique de la mémoire, c'est-à-dire le segment vérifié de la mémoire. Mais la mémoire, elle est infiniment plus vaste. Elle est produite partout. Elle est produite par les familles. Elle est produite par les voilà, par les pouvoirs publics. Elle est produite par les communautés. Toute société produit de la mémoire à jet continu, si je veux dire. Et ça a toujours été le cas. Quelqu'un vous aurait remarqué hier au Caire, c'était la rue du 26 juillet, du 22 octobre, etc. En France aussi, je le disais, les noms des rues marquent le nom des héros, le nom des événements. À Paris, les boulevards qui entourent Paris sont appelés les boulevards des maréchaux parce que tous les maréchaux de Napoléon, sauf un, ils sont célébrés. Donc, évidemment, l'État, la société produit de la mémoire. Mais c'est pas simplement ça. Quand vous entrez dans un groupe, vous entrez dans une mémoire. Que ce soit un parti politique, que ce soit un club de sport, que ce soit n'importe quoi. Tout groupe est constitué d'une mémoire. Et donc, si vous adhérez au groupe, vous adhérez à la mémoire. Dans chacune des institutions auxquelles j'ai participé, jadis j'ai été enseignant à l'Université de Paris-Sorbonne et puis ensuite à l'École des langues orientales et maintenant au Collège de France. Quand je suis entré dans ces établissements, j'ai entré en même temps dans leur mémoire. Ce que les autres avaient fait avant moi et ainsi de suite. Donc, tout groupe est une mémoire et toute adhésion à un groupe est une mémoire. Et quand j'étais gamin, enfin, à une époque, j'avais, disons, 16-17 ans, dans mon lycée, il y avait une très forte politisation. Il y avait des anarchistes, des trotskistes, etc., même des maoïstes. Non, je ne sais pas, les maoïstes n'en étaient peut-être pas. C'était il y a très longtemps, hein.
c'est pratiquement un demi-siècle. Et il m'est arrivé de voir des jeunes gens de 16-17 ans, anarchistes, crier contre les trotskistes le mot Kronstadt. Kronstadt, c'était un épisode de la révolution russe dans lequel Léon Trotsky avait envoyé l'armée rouge pour mater la révolte des marins anarchistes du port de Kronstadt à côté de Saint-Pétersbourg. Ce qui était absolument fascinant, c'est que des gamins de 16 ou 17 ans avaient déjà absorbé la mémoire des groupes politiques auxquels ils avaient adhéré et qui, évidemment, ne venaient pas de leurs parents ni de leur entourage familial, etc. En France, tous les 1er mai, les partis de gauche vont s'incliner sur ce qu'on appelle le mur des fédérés, c'est-à-dire là où un certain nombre de combattants de la Commune de 1871 ont été fusillés. Donc, vous avez évidemment tout groupe, toute mémoire. Alors, ce que doit faire l'historien, ou même le citoyen, c'est d'accepter de vibrer à toutes les mémoires et pas de les opposer. C'est ce que Marc Bloch avait écrit de façon admirable dans l'Apologie pour l'histoire. Il dit, il faut savoir vibrer au sacre de Reims, de mémoire, et à la fête de la Fédération. C'est-à-dire accepter l'émotion que peut procurer le souvenir des épisodes de la France royale, mais aussi de la France révolutionnaire, etc. Il ne faut pas opposer, mais quelque part vibrer à l'ensemble de les mémoires. Alors c'est plus facile pour un historien parce que l'historien se met à la place d'eux, donc il a la technique d'accepter les émotions, mais évidemment, ça peut être tout à fait contestable. Est-ce que l'on peut vibrer aux cérémonies nazies de Nuremberg quand on voit les images admirablement filmées par Leni Riefenstahl dans les années 1930? Alors, il y avait une opposition à ce moment-là entre, comment dire, comme se mettre à la place d'eux. Si vous prenez la Shoah, parce que je dis c'est le sujet historique peut-être le plus travaillé au XXe siècle aujourd'hui, sur le XXe siècle. Vous avez le premier moment où on a étudié la destruction des Juifs d'Europe à partir des archives du régime nazi. Donc, le paradoxe, en quelque sorte, c'est qu'on a eu une description qu'on peut appeler bureaucratique de la Shoah. Il y a des livres excellents qui ont été faits à partir de ça. Mais bon, c'est pour vous dire qu'il y a eu tant de milliers de morts ici, qu'on a livré tant de personnes là, et ainsi de suite. On avait une vision bureaucratique, ce qui a permis de montrer que pour faire un génocide, il faut des centaines d'acteurs dans des chaînes de responsabilité totalement diversifiées qui peut aller des cheminots qui conduisent des trains jusqu'à un haut fonctionnaire dans un ministère. Mais c'est une vision bureaucratique de l'événement parce que l'historien était conditionné par ses sources. Ensuite, on a commencé à travailler. Ça n'a pas été facile à partir des témoignages enregistrés à l'époque et des survivants, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que les gens ont vécu dans les camps d'extermination. Ça a été fait, c'était douloureux pour les uns comme pour les autres. Et aujourd'hui, on est arrivé à l'exploit. C'est qu'on est arrivé maintenant à comprendre comment fonctionnaient les bureaux. J'ai des camarades qui travaillent pour expliquer comment pensait un responsable SS dans un camp de concentration. Et voilà, donc vous voyez, les historiens arrivent par progression successive à faire tout cela. Alors je suis peut-être un peu
décousu, mais c'est parce que vos jeunes gens ont été parfaits et qu'ils ont dit l'essentiel, donc j'essaye de meubler un peu. Donc la guerre et ses évolutions contemporaines, la articulation, mémoire et ça. Alors je vais vous dire une chose qu'on dit rarement, les historiens sont des hypocrites. Et c'est d'ailleurs le style, c'est parfait. Vous avez ceux qui font des sciences sociales et puis les historiens. Ceux qui font des sciences sociales sont des gens souvent de formation philosophique au départ, qui se présentent comme des savants avec ce qu'ils appellent quelque chose comme un terrible la théorie. Et donc, ils commencent à décrire une chose en faisant 15 ou 20 ou 30 pages de théorie avant d'aborder un sujet. Donc, nous, les historiens, à côté de ces gens, on se dit, bon, ils sont pénibles avec leur théorie. Nous, on est là pour raconter des histoires. Un historien, c'est quelqu'un qui raconte des histoires à propos de l'histoire. Pourquoi un historien raconte des histoires? C'est parce que ce qu'un historien fait, c'est des récits. Et alors, il y avait des gens qui ont dit, mais si c'est des récits, c'est pas scientifique. Le récit n'est qu'une structure rhétorique. Il y a un grand philosophe français maintenant décédé, qui est Paul Ricoeur, a dit non, non. Le récit est la seule possibilité pour l'esprit humain d'exprimer le temps. Donc, ce que font les historiens, ce sont des récits vrais, dit Paul Ricoeur. Vrai parce que vérifiés. Alors, ce point de vue-là fait que il y a dans un texte d'un historien souvent ce qu'on appelle des sous-textes, c'est-à-dire ce qui n'est pas engagé, qui n'est pas dit publiquement, mais que seuls quelques spécialistes peuvent comprendre. En gros, c'est donner des coups de pied dans le tibia du voisin en disant il est nul, mais sans le dire explicitement, parce que seuls ceux qui connaissent voient l'allusion, la méchanceté et autres. Donc c'est pour ça que les historiens sont des hypocrites, parce qu'en fait, les historiens font comme les autres savants, ils conceptualisent, ils organisent, ils piquent les concepts des voisins, enfin, ce sont des pique-assiettes, hein. Ils prennent un petit morceau d'anthropologie, un petit morceau de sociologie, un petit morceau de sciences politiques, etc. Ils remélangent leur mix avec les concepts propres aux historiens, qui sont par exemple la périodisation. Mais ils ne le disent pas. Moi, quand je ouvre le livre d'un collègue, je commence immédiatement à renifler sa cuisine. Ah, il a fait ça celui-là. Ah, ouais, c'est pas mal la vacherie qu'il est en train de faire. Donc, c'est la profonde hypocrisie des historiens qui s'adresse en fait à deux publics. D'abord au groupe des historiens eux-mêmes, mais de façon discrète, et au grand public qui, lui, n'y voit pas malice aux allusions, références, ainsi de suite, qui ont lieu. Mais ça vous donne aussi une spécificité des métiers d'historien, c'est que dans la mesure où ils refusent l'aspect lourd des théories des sciences sociales, il y a un aspect littéraire dans l'écriture historienne. Je ne sais pas si je peux me considérer moi comme un bon écrivain, c'est pas à moi de juger, mais je sais que fondamentalement, un historien doit chercher la clarté et s'exprimer de la façon la plus intelligible possible en fonction de ce qu'il analyse, et ne pas, comment dire, là c'est de la méchanceté sur le voisin, hein, de se lancer dans des discours épouvantables remplis de logorées, de concepts, qui fait que les gens se boutent 3 minutes et disent mais qu'est-ce qu'ils cherchent à dire, voilà. Donc l'un des plaisirs de l'historien, c'est aussi cet aspect littéraire de l'expérience de l'historien qui le rapproche du romancier. Mais attention, c'est des romans vrais,
contrairement aux gens des sciences sociales qui vous font des statistiques, qui vous font des tas de tableaux, de ceci ou de cela, et qui sont très fiers de la théorie. Donc, quand les collègues disent c'est pas mal, mais ça manque de théorie. Bon, on dit justement, vous ne voyez pas notre théorie. Parce qu'en réalité, ce que font les historiens, c'est quand perpétuellement, ils manipulent des instruments pour penser le temps. Et c'est ça, le fait que l'historien essaye de faire. L'historien, c'est quelqu'un qui, dans son temps, traite d'un autre temps et qui, en même temps, pour traiter d'un autre temps, utilise les instruments pour penser le temps, tout en sachant que son temps va bientôt passer. Le plus grand compliment que vous dites à un historien, c'est de dire « tu as bloqué le sujet pour 15 ans ». C'est-à-dire, au bout de 15 ans, ton travail, il est terminé, d'autres vont me dépasser parce qu'ils vont poser d'autres questions, ils appartiennent à un autre temps, et ainsi de suite. Nous, les historiens, nous connaissons la précarité totale de notre savoir. Ce qui différencie peut-être des gens des sciences sociales qui ont l'impression, eux, encore de travailler pour l'éternité. J'ai encore 5 minutes, je crois, donc j'arrive à meubler. On peut arrêter là et poser aux questions. Parfait, bon, merci beaucoup de vous être plié à l'exercice assez contraignant qu'on vous avait proposé. Pour vous, quels sont les éléments qui contribuent à rendre un historien heureux? Et est-ce que l'impression de vivre plusieurs vies en fait partie? Et si oui, pourquoi? Et parmi ces multitudes de vies que vous avez vécues durant votre longue expérience, laquelle vous a le plus marqué et laquelle vous a appris le plus? Ça dépend des sujets. Il y a des moments où vous êtes heureux et des moments où vous êtes malheureux dans le travail même de l'historien par rapport à ce que vous cherchez à évoquer. Mon premier grand travail, enfin, j'avais déjà écrit quelques livres avant, mais mon expédition d'Égypte, 1798-1801, c'était quelque chose de formidable. Se mettre à la place des officiers de la Révolution française, des soldats de la Révolution française, qui se trouvent brutalement renvoyés en Égypte sans être prévenus à l'avance où ils vont débarquer, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un soldat de la Révolution à la fin de la période révolutionnaire et comment il arrive à se penser, à se construire et comment il se pose par rapport à la population égyptienne et comment les Égyptiens ressentent cette agression, parce que c'est pas une partie de plaisir. Quand on voit dans les correspondances des soldats, enfin des officiers, parce qu'en général, on n'a pas les soldats, on a les officiers dans les correspondances. On a, comment dire, des textes où il est littéralement marqué, soit dans le delta du Nil, soit en Haute-Égypte, c'est comme en Vendée. C'est parce que beaucoup d'officiers de l'expédition d'Égypte ont fait la guerre de Vendée, qui a été une guerre atroce contre les populations civiles, avec des séries de massacres épouvantables. Et donc, quand ils disent « c'est comme en Vendée », ils savent de quoi ils disent, de quoi ils parlent, et quel massacre et quelle violence ils commettent en Égypte. Mais en même temps, vous avez la rencontre avec les religieux musulmans, Al-Azhar, enfin bon, une multiplicité d'aspects qui fait que moi, j'étais très heureux de travailler. En plus, je travaillais essentiellement sur des sources manuscrites, qui étaient les archives de la campagne d'Égypte. Et c'était absolument fabuleux parce que je dis, il y a certains documents où vous avez des gouttes de sang. Tout simplement. Et puis, on voit comment la curiosité des gens. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas la photographie.
les gens étaient formés à dessiner pour avoir des souvenirs, pour travailler, etc. Donc, vous avez dans les archives des milliers de dessins représentant l'Égypte et les Égyptiens de la fin du XVIIIe siècle. Alors, il y a des moments, c'est moins drôle. Moi, quand je travaillais sur la Palestine, comme Francine d'ailleurs de travailler sur la Palestine, il y en a des moments, on en a marre. Honnêtement, parce que ça devient épuisant moralement, parce qu'on en a assez et parce qu'on ne voit pas de solution de sortie. Voilà. Et, honnêtement, comme quand je travaille sur le monde arabe contemporain, il y a des moments où on est assez désespéré. Je ne parle pas de l'Égypte, évidemment. Je parle de la Syrie, de l'Irak, du Liban, de la Palestine. Et puis, quand on est dans le contemporain, que vous sillonnez quand même la région depuis quelques décennies, vous finissez par avoir un lot d'amis qui ont été assassinés. Et ça, ce sont des chocs aussi que l'on enregistre. Vous pouvez vous attendre à n'importe quel jour à apprendre la nouvelle qu'un tel que vous connaissez bien, qui était aussi en Syrie ou au Liban, a été tué. Donc, c'est pas simplement des choses lointaines, c'est aussi des choses actuelles. Mais je dis que je préfère travailler sur le monde arabe, le Moyen-Orient depuis 2 siècles et demi, parce que vous avez une complexité des choses qui rend la question intellectuellement stimulante, tandis que d'autres sujets pourraient être très ennuyeux. Je faisais l'histoire de la construction européenne. Qu'est-ce que je m'ennuierais entre la directive 253 bis et la 254C, etc. Bon, il y a moins de morts. Professeur, vous parlez de proximité ou alors de subjectivité du territoire avec de nouvelles technologies et de nouvelles manières de penser aussi. Quelles seraient pour vous les limites de l'historien? Il n'y a pas de limite au sens... il y a des limites technologiques, évidemment, mais on progresse de façon constante. Aujourd'hui, les historiens ne travaillent pas seulement avec des textes, ils travaillent avec toutes les technologies disponibles. J'ai des collègues ici en Égypte qui travaillent avec le carbone 14 et autres méthodes de datation. J'ai un collègue au Collège de France qui essaie de reconstituer l'histoire des populations humaines à partir de l'ADN. Et il fait des choses prodigieuses, même si je ne suis pas parfois d'accord complètement avec ses déductions. Mais en tout cas, les sciences historiques aujourd'hui rejoignent ce qu'on appelle les sciences dures, aussi bien en biologie qu'en physique. Donc, il y a donc des limites impensables jadis qui ont été maintenant. Pensez tout simplement qu'aujourd'hui, on est capable de déchiffrer l'ADN, le code génétique d'un homme de Néandertal, ce qui aurait été impensable il y a quelques décennies, parce qu'on ne savait même pas ce qu'était un ADN ou un code génétique. Voilà. Alors, je vais dire, quelles sont les limites de se mettre à la place de... c'est quelque chose qui est constamment repoussé. Il y a encore 30 ans, personne ne pouvait imaginer qu'on arriverait à reconstituer l'équipement mental, la vision du monde d'un tortionnaire SS dans un camp de concentration. Ça a été fait aujourd'hui. On a continué à progresser dans les expériences humaines, aussi bien dans les plus sympathiques que les plus atroces. Mais ça aussi, c'est une part du travail de l'historien, c'est cette part d'imagination créatrice qui vous permet de vous mettre à la place d'eux. Moi, je suis capable, entre guillemets, parce que j'ai fait la documentation nécessaire, de me mettre à la place d'un soldat de la Révolution en Égypte en 1799, d'un ancien combattant de la guerre de 14. Ça, c'est plus facile parce que j'en ai connu dans mon enfance. Ou d'un Palestinien, etc. Bon, se mettre à la place d'eux. Alors,
Cette formule est empruntée à un grand écrivain italien, Umberto Eco, qui disait que la littérature permettait d'avoir une multitude de vies. Moi, je dis, hein, l'histoire donne une multitude de vies aux gens. Il y a des sujets sur lesquels je suis évidemment capable de travailler, et d'autres sur pas de travail, parce que c'est toujours des investissements considérables pour faire ça. Je suis capable de faire de penser à peu près ce qu'était un homme de l'époque de Louis XIV en France, mais honnêtement, pour l'époque médiévale, je ne serais pas bon. Même si j'ai quelques idées. Voilà. Je ne peux pas être à la place de tous les êtres humains depuis le Néandertal jusqu'à aujourd'hui. Mais j'en ai quand même sélectionné un certain nombre, c'était plutôt sympathique. Bonjour, Monsieur Laurence. Vous évoquez la persistance de la mémoire des génocides, mais ne pensez-vous pas que la mémoire de ces génocides peut de la même façon s'éteindre? Il se trouve que mon arrière-grand-mère arménienne a été une victime du génocide et que ma famille, par la suite, s'est installée au Liban. Et je ne ressens pas en tant que jeune une mémoire particulière vis-à-vis de ce génocide. Vous avez encore tout votre temps devant vous. Je ne plaisante pas. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y avait toujours des gens qui entrent et qui sortent d'un groupe. Ce qu'il faut voir, c'est la pression que le groupe exerce sur celui qui entre ou celui qui sort. Assez souvent, quelqu'un qui sort d'un groupe est considéré par les gens du groupe comme un traître. Parce qu'il trahit la mémoire, en quelque sorte. Et trahit l'appartenance. Je ne suis incapable, évidemment, de vous dire ce que vous penserez dans 20 ans ou dans 30 ans par rapport à maintenant. Vous avez des violences qui sont en quelque sorte dépassées, qui n'existent plus. Je veux dire, les souffrances des combattants de la guerre de 14, nous sommes capables de les reconstituer. Mais elles n'apportent plus en nous d'émotions, sinon on est effrayé par ce qu'ils ont vécu. Là, c'est incontestablement. Mais on n'est pas on ne la revit pas, ça ne nous porte pas autre chose que dire plus jamais ça. Et on le voit très bien puisque c'est une façon de travailler sur le passé. Aujourd'hui, on utilise, même si l'auteur de la formule au départ n'était pas quelqu'un de très sympathique, la formule guerre civile européenne, qui en tout cas pour la Première Guerre mondiale est assez utile. Mais je peux vous garantir que mes deux grands-parents, qui ont fait la guerre de 14, ils n'avaient pas le sentiment de faire une guerre civile européenne. Leur but, leur seule pensée, était de survivre et de tuer le Boche qui était en face. Mais en revanche, dire que c'est une guerre civile européenne, c'est en quelque sorte désamorcer la violence qui est contenue dans ces événements pour qu'elle n'affecte plus le temps présent. Ce qui ne veut pas dire nier le passé. On fait des mémoriaux de la Première Guerre mondiale, mais celle-ci n'est plus porteuse de violence. Elle est porteuse de souvenirs. On a eu une expérience extraordinaire sur le centenaire de la Grande Guerre en France, puisque d'abord on a demandé aux familles si elles avaient des objets dans la famille, dans la collection familiale, renvoyant à la Première Guerre, et on a eu des dizaines de milliers d'objets qui sont réapparus, qui étaient des objets que les anciens combattants avaient gardés, que les familles avaient conservés jusque-là. Mais on est allé au-delà. C'est la technologie moderne. On a mis en ligne la totalité des dossiers des soldats français de la Grande Guerre, des dossiers militaires. Et des millions de familles ont allé regarder où étaient leurs ancêtres durant cette guerre. Donc, on conserve la mémoire, mais c'est une mémoire qui n'apporte plus de violence. Et c'est en ça que c'est pas un passé imposé, c'est un passé
dépassés, en quelque sorte. Mais vous pouvez avoir des passés qui, eux, reviennent avec violence. Regardez aux États-Unis. La réconciliation après la guerre de sécession entre sudistes et nordistes s'est faite sur la base de la ségrégation raciale et de façon extrêmement curieuse sur la célébration des héros militaires sudistes de la guerre de sécession. Et aujourd'hui, cette célébration des héros militaires sudistes est devenue insupportable pour les Noirs américains. Il y a donc une exigence tout à fait légitime de déboulonnage des statues, pas de leur destruction. On les amène, on les met dans des musées, on n'en fait plus un objet de célébration publique. Mais ça vous montre qu'un événement qui remonte à près de 160 ans, puisque la guerre de sécession, en gros, c'est 1861-1865, de mémoire, revient avec violence dans une société américaine qui elle-même, dans sa grande partie, ne descend pas de combattants de la guerre de sécession. Il y avait 30 millions d'Américains en 1860. Vous en avez 350 à peu près aujourd'hui de mémoire. Et sur les 350, vous en avez une très large majorité qui ne descend pas des combattants de la guerre de sécession. Mais la trace mémorielle de la guerre est encore terrible aux États-Unis. Bon, il y a des explications. C'est la guerre qui a tué le plus de soldats américains dans l'histoire. On disait traditionnellement 650 000 morts américains pour 30 millions. Aujourd'hui, de mémoire, on a remonté de l'estimation à 850 000 ou 900 000. Donc, beaucoup plus que les deux guerres mondiales pour les États-Unis. Vous avez dit que les victimes, les survivants des guerres et de l'histoire dérangent parfois les historiens. Mais quel rapport avez-vous avec les enfants et les petits-enfants de ces survivants qui sont du même temps que vous et qui ont quand même hérité des traumatismes, un génocide comme la Shoah ou le génocide arménien, même puisque vous étudiez le Moyen-Orient, quelque chose comme les guerres, la guerre 56, 67 en Belgique. D'abord, quand un historien travaille, il travaille toujours sur la trace mémorielle des événements qu'il analyse, ne serait-ce pour savoir ce qui a été dit et éventuellement la confronter avec ce qu'il est en train de chercher. De façon plus générale, il est évident que toute souffrance est honorable et que donc qu'elle soit vécue ou transmise, on doit la respecter, même si sur certains plans, on doit la contester. Ça, c'est sur le plan factuel, sur certains événements. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les ayants droit. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un a été victime d'un attentat terroriste. Il est mort. Bon, ou alors il a été grièvement blessé. Mais s'il est mort, bon, il a été victime. Ses proches n'ont pas été victimes, ils n'ont pas été nécessairement là au moment de l'attentat terroriste, mais ils sont devenus des ayants droit de la victime. Et en cela, par exemple, il peut être partie civile dans les procès de terrorisme, ou pour même un accident d'avion tout simplement. Ils ont droit éventuellement à des compensations matérielles de la part de l'État, et ainsi de suite. Le risque, comme on est devenu ayant droit, c'est qu'on risque de s'enfermer dans une conception victimaire de soi-même et des autres. En revanche, on peut aussi avoir un héritage positif du passé, ou dans le groupe qu'on appartient. L'exemple le plus beau, si vous voulez, c'est les protestants des Cévennes, en France, de la région des Cévennes. Ils ont été soumis sous Louis XIV à une épouvantable répression qu'on appelle la guerre des Camisards.
ils en ont gardé un souvenir extrêmement profond. Mais à chaque fois qu'il y a eu des victimes dans l'histoire suivante, les protestants des Cévennes les ont abrités. Beaucoup de Juifs ont été sauvés durant la Seconde Guerre mondiale par des protestants des Cévennes, parce que ces protestants avaient la mémoire de la souffrance de leurs arrière-grands-parents 2 siècles avant. Et souvent, la mémoire de groupe est justement cette mémoire qui amplifie ou réduit une souffrance. Il y avait une étude passionnante qui avait été faite par Philippe Joutard il y a déjà très longtemps, justement sur les Cévennes. Vous savez, Louis-Napoléon Bonaparte a fait un coup d'État le 2 décembre 1851. Et il y a eu dans le sud de la France des mouvements de révolte contre le coup d'État. Donc, il y a eu une répression militaire assez dure. Des gens ont été condamnés. Et donc, dans les années 1970, on a fait une enquête en prenant la liste des gens condamnés en 1852, en essayant de retrouver leurs descendants. Et on leur a posé la question, est-ce que vous savez que vous avez un ancêtre qui a été condamné en 1852? Il y a des gens qui disaient oui et d'autres qui disaient non. Et on a cherché le critère qui permettait de distinguer pourquoi il y en avait qui avaient la même mémoire et d'autres qui n'en avaient pas. Le principal critère, c'était que les catholiques ne se souvenaient pas, tandis que les protestants se souvenaient. Parce que pour les protestants, ça renvoyait à la mémoire des Camisards, tandis que chez les catholiques, il n'y avait pas de mémoire de pression. Et donc, comme il n'y avait pas de mémoire, ça ne s'articulait pas sur une chaîne temporelle jusqu'à maintenant, donc on avait oublié. Et ce qui explique aussi comment la sensibilité à une violence peut être différente selon le groupe humain auquel vous appartenez. Si vous appartenez à un groupe humain qui a une histoire longue de souffrance et de persécution, une nouvelle souffrance s'incarne et s'inconstruit dans cette lignée. En revanche, si vous appartenez à un groupe humain qui n'a pas cette mémoire, cette souffrance, cette violence vous fait souffrir, mais elle ne construit pas un récit temporel qui vous renvoie à quelque chose. On a un exemple terrifiant parce que ça arrive assez régulièrement en France aujourd'hui. Si quelqu'un est victime d'une violence et qu'il est d'origine juive, cette violence, la plupart du temps, est reprise dans une mémoire de la Shoah. Alors qu'une violence identique commise à une personne qui n'appartient pas à ce groupe ne crée pas ce choc temporel. Et c'est ça aussi les fonctionnements de la mémoire qui sont amplificateurs des appréhensions du temps contemporain, aussi bien de façon positive que négative. Dans la lecture de votre ouvrage, dans plusieurs passages, en fait, vous abordez le terme notamment des réseaux sociaux, le présentisme et également la sensibilité de notre société. Quel regard historien vous porte sur la jeunesse et le monde d'aujourd'hui? Voilà ma question. Quel regard? Par définition, les gens qui commencent à avoir un certain âge commencent à déplorer la décadence, l'immoralité. Ça existe depuis l'homme de Cro-Magnon à peu près. Je pense que déjà à Lascaux, on disait que franchement, il ne savait plus faire des dessins comme avant. Et si on considère dans les sociétés, dans les niveaux scolaires, je pense qu'au moins depuis l'Athènes de Périclès, on commence à dire que le niveau baisse. Donc la déploration des temps contemporains a toujours été une règle de l'expérience humaine. Et donc, je ne peux que m'inscrire dans cette chaîne. Le niveau baisse, il n'y a plus de ceci ou il n'y a plus de cela. Bon, en réalité, il y a des tas d'expériences nouvelles qui se construisent, il y a d'autres appréhensions du monde. Je ne suis pas là pour faire des jugements, je peux être éventuellement là pour me poser des questions. Prenons
Moi, j'étais dans un monde d'avant l'informatique, enfin formé dans un monde d'avant l'informatique, où on travaillait énormément sur la rigueur méthodologique. Et puis est arrivée la première informatique. Je suis de la génération qui a utilisé la première les ordinateurs individuels, les fameux PC. Et nous travaillons encore dans les premières années dans des systèmes qui étaient avec code. Et puis sont arrivés les systèmes dits analogiques comme Windows et autres. Et l'appréhension que l'on peut avoir, c'est qu'il y a probablement une perte de la rigueur qu'on avait enseignée aux gens de ma génération, au profit d'une approche plus analogique, plus iconique des réalités. C'est pas une condamnation morale, c'est qu'il me semble que avec le passage des générations, on perd quelque chose, mais on gagne autre chose du point de vue de l'appréhension des objets et du temps. Moi, encore une fois, je suis très heureux parce que j'ai vécu dans deux mondes. J'ai vécu dans le monde d'avant le numérique et je profite totalement des ressources numériques qui sont mises à ma disposition. Tandis que les gens d'aujourd'hui n'ont plus que le numérique, mais ils n'ont pas le monde d'avant. C'est ça que je m'estime supérieur, évidemment. Voilà. Un grand merci, professeur, pour cette brillante conférence et ce moment vraiment très intéressant que nous avons pu partager. Je crois que votre présence ici aujourd'hui nous honore vraiment. Les conférences de ce niveau-là, nous en avons assez rarement ici, en tout cas pas depuis fort longtemps, puisqu'effectivement la crise sanitaire que nous avons traversée nous a éloigné de ça. Donc je suis très heureux d'avoir pu effectivement vous accueillir ici aujourd'hui. Pour que nos élèves puissent profiter effectivement de toutes ces connaissances, de tous ces échanges que vous avez pu également leur apporter. Je voulais remercier donc les deux professeurs qui sont aussi un petit peu à l'initiative de cette opération. Donc, je sais à tout, Madame Moussararian. Merci. Cette journée aussi a pu se faire grâce aussi à l'appui et au soutien du professeur de Balzac, donc Philippe Bidet. Et puis également avec l'appui également du poste diplomatique, c'était effectivement précieux de pouvoir s'appuyer sur Madame Ricordel, notre attachée de coopération éducative, qui elle aussi nous honore de sa présence aujourd'hui. Donc un grand merci, Anne, pour ton soutien. Voilà, et je voulais aussi féliciter les élèves présents aujourd'hui, ceux de Balzac et ceux du lycée français d'Ulfer. Attention, votre curiosité et votre intérêt pour l'histoire et la culture française de façon générale. Merci à vous.